Bien, bonjour, cher auditoire. Bienvenue au troisième webinaire sur la sécurité infonuagique. On est extrêmement heureux de vous compter encore aussi nombreux. Cette présentation-là va durer entre 40 et 45 minutes, qui est notre objectif. Est très important. Aussi, on veut que ce soit interactif. Alors, n'hésitez pas à utiliser l'outil de conversation pour poser vos questions. On va pouvoir y répondre au fur et à mesure au niveau de la présentation. Merci. Pour cette présentation, je suis accompagné de deux experts. Louis, je te laisse te présenter. Explique un Oui. petit peu ton rôle également. Bon, bonjour tout le monde, moi c'est Louis. Je travaille avec Serge pour tout ce qui est la prévente là, chez Fortinet pour les services cloud. Donc, mon background là, avant de me joindre à Fortinet, c'est vraiment comme étant consultant cloud, consultant DevOps, donc beaucoup de temps dans l'industrie. J'étais un développeur à l'origine qui a suivi le mouvement DevOps, qui s'est intéressé au cloud par la suite, et maintenant, la cybersécurité. Là. Donc, content d'être avec vous aujourd'hui. Sam, je te laisse te présenter. Ouais, salut tout le monde. Donc je suis Sam, d'origine de France, mais bon, je suis à Toronto depuis quelques années. Vous pouvez entendre peut-être un petit accent et je suis un petit peu le Jean-Claude Van Damme du CINAP. Non, je suis en fait un collègue de Louis. Je suis juste plus spécialisé dans la partie CINAP. Et donc j'ai un background de DevOps, DevSecOps. J'en fais maintenant depuis une petite quinzaine d'années. Bien sûr, ça a évolué avec le temps, mais je suis là pour aider Serge et Louis. Merci beaucoup. Comme vous le voyez, je suis bien entouré. Pour ma part, Serge Goulet, je suis responsable du volet de développement des affaires justement pour la pratique de sécurité infonuagique chez Fortinet. D'une part, fait depuis 2008, j'ai migré plus d'une centaine d'entreprises ou participé à des projets de migration de plus d'une centaine d'entreprises vers le cloud. Et je vends et je fais la promotion des produits Fortinet depuis 20 ans. Pas chez Fortinet, mais dans mes autres vies professionnelles. Alors, très, très, très heureux d'avoir l'occasion justement de vous partager un petit peu justement toute la portion de visibilité et de compréhension justement au niveau de tout ce qui touche les environnements infonuagiques. Merci. On peut y aller avec la première, Louis? Oui, excellent. Parfait. Je te laisse y aller. Excellent. Excellent. L'idée un petit peu telle quelle au niveau de la présentation, on a les trois webinaires qu'on a présentés. L'idée un petit peu ce qui ressortait en arrière, puis ce que nous disent les gens actuellement, c'est on a oui, effectivement, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans qu'on a migré des charges ou des workloads ou des charges sur l'infonuagique. Sauf qu'on a comme un défi actuellement. On se rend compte d'une part qu'on n'est pas aussi sécuritaire qu'on le devait. On a des petits enjeux de conformité également qui nous empêchent d'atteindre les attentes un petit peu au niveau de la haute direction puis des normes conformité. L'autre élément aussi qui ressort, c'est on s'est rendu compte que c'était complexe puis il n'y a pas un environnement qui est pareil. Que je sois sur Azure, sur AWS, sur GCP, c'est différent. Fait que c'est pour ça qu'un petit peu le volet de Synap faisait juste du sens comme une présentation à vous faire par la suite. Oui. À chaque année, depuis plusieurs années, Fortinet fait une analyse. Il y a eu 800 quelques entreprises qui ont répondu de toutes les grandeurs, grosseurs pour savoir un petit peu c'était quoi vos priorités puis les enjeux actuels. Puis ce qui ressort tout le temps, puis on voit la même chose lorsqu'on parle aussi avec nos clients de LaceWork dont on va parler tout à l'heure. Je suis pas sûr que je vois tout ce qui se passe dans mon environnement. Puis l'autre volet en même temps, est-ce que je suis bien équipé pour pouvoir répondre justement aux incidents si jamais ça arrive? Fait qu'actuellement, c'est un enjeu. Puis l'autre enjeu aussi qui est non négligeable, loin de là, c'est il manque de ressources parce qu'il faut qu'on en fasse plus avec moins, mais en même temps, il manque de compétences. Fait que comment on est capable de pouvoir répondre à ça? C'est un petit peu l'objectif aujourd'hui de la présentation. Vous expliquer comment effectivement on est capable d'en faire un petit peu plus. Oui? L'été dernier, on était extrêmement excités d'apprendre que Fortinet faisait l'acquisition de LaceWork. On pourrait dire que c'était comme un chaînon manquant qui manquait à l'offre cloud sécurité de Fortinet. Et on était extrêmement heureux de voir d'une part qu'on avait une base de clients qui étaient extrêmement contents des produits LaceWork, mais en même temps, à qui on pouvait ramener de la valeur justement à ces clients-là.
Et ce qui s'est passé dans la dernière année, c'est qu'effectivement, Fortinet a amené beaucoup de valeur à la plateforme Lacework, le fameux CNAP qui est en place. Et vous allez avoir l'occasion de voir un petit peu qu'est-ce qu'on a rajouté, qu'est-ce qu'on a amené, puis pourquoi que les clients de Lacework, qui sont maintenant des clients Fortinet, FortiCNAP, sont si heureux actuellement au niveau de la plateforme. Fait que ça nous fait plaisir de pouvoir échanger là-dessus. FortiCNAP est venu s'intégrer dans une gamme de produits que Fortinet avait déjà pour le cloud. Depuis 2017 qu'on travaille, on a commencé à travailler avec Azure auparavant. On fournit des infrastructures en passant qui sont déjà certifiées, validées, tout ça, dans les 4 fournisseurs infonologiques principaux. Et qui permet également de faire du multi-cloud. Ça veut dire également en passant des environnements hybrides, très important. Donc, on a une gamme de produits complète, mais un des avantages, puis un des bénéfices qui est arrivé aussi avec l'acquisition de Lacework, c'est que tout ça vient s'intégrer aussi avec notre plateforme d'intelligence artificielle puis de machine learning qui s'appelle FortiGuard. Ça amène énormément de valeur et c'est pour ça que la solution permet d'être intégrée dans une solution complète de sécurité infonuagique de Fortinet. Merci Serge. Comme tu as mentionné, bon, c'est notre 3e webinaire de 3, mais on planifie déjà peut-être d'autres sujets dans le futur pour en faire d'autres. Fait que juste un rappel rapide de nos piliers de protection cloud. Donc, le premier webinaire qu'on avait fait, c'était au niveau de FortiGate, tant FortiGate VM que FortiGate CNF. Donc, de le mettre au niveau du cloud, protéger le réseau au niveau du cloud. On avait fait un tour aussi lors du 2e webinaire dans FortiAppSec, qui est notre, si on veut, WAF, donc Web Application Firewall. Donc, une plateforme qui permet de protéger nos applications en tant que telles, donc plus que le réseau, mais vraiment l'application, les intégrations, les API. Et dernier pilier qui est vraiment la surveillance, si on veut, de tout ça, à s'assurer qu'on est conforme, s'assurer qu'il n'y a pas de problème de sécurité majeur. C'est notre offering avec le Lacework FortiCNAP, qui est notre sujet d'aujourd'hui. Donc, le FortiCNAP, qu'est-ce que c'est? Puis pourquoi ça s'appelle Lacework FortiCNAP? Bon, ben Lacework, donc, le nom de la compagnie avant l'acquisition, qu'on a gardé pour le marketing. Et FortiCNAP, CNAP, l'acronyme Cloud Native Application Protection Platform. Donc, c'est un terme que Gartner a créé, qui est un regroupement de plusieurs capacités ou plusieurs fonctionnalités sous l'intérieur d'un même produit. Donc, nous, on a mis Forti devant, on a dit FortiCNAP, puis on a gardé les deux termes. Donc, soyez pas surpris dans la littérature ou dans les exemples. Si vous voyez Lacework, mais on parle du même produit. À haut niveau, avant de se lancer dans le détail, puis voir un peu en action le produit, juste donner quand je faisais un warning ou un avertissement, c'est une plateforme qui en fait beaucoup, le CNAP, puis ça peut être intéressant pour plusieurs personnes dans l'entreprise. Ça peut être intéressant pour les développeurs parce qu'on a des capacités de code scanning pour tout ce qui est la sécurité du code. Donc, on peut avoir de l'information à savoir si notre code a des vulnérabilités avant de le pousser. Tout ce qui est l'infrastructure as code qu'on est sur le point de déployer dans le cloud, par exemple du Terraform. On est capable de faire une validation de certaines politiques de sécurité avant même de déployer cette infrastructure-là. Donc, ça, c'est des fonctionnalités qui sont très importantes pour les équipes de développement, les équipes DevOps. On a un volet plus déploiement, donc savoir qu'est-ce qui tourne dans le cloud actuellement. Et ça, très intéressant, les cloud architectes, les architectes cloud, les développeurs cloud, excusez-moi, les administrateurs cloud, pour eux de vraiment avoir une posture de sécurité. Donc, toutes les ressources qui sont déployées, est-ce qu'elles sont compliant, donc elles sont conformes avec nos différents cadres de conformité? Savoir aussi est-ce que les identités qu'on a dans la plateforme sont trop exposées, ont trop de droits, ou est-ce qu'on a des identités qui ne sont pas utilisées. Donc, ça vient toucher un peu un regroupement de personnes différentes. Et finalement, point de vue opération ou les fameuses équipes de SOC qu'on entend souvent parler, mais pour eux, c'est d'avoir en temps réel l'information à savoir, OK, est-ce que j'ai un problème de sécurité? Est-ce que je suis en train de me faire hacker en ce moment? Et d'avoir l'évidence et toutes les preuves justificatives pour réussir à contenir la brèche le plus tôt possible. Au niveau du produit, ou au niveau de la cybersécurité en général, ben, manque de temps, ce qu'on remarque, c'est un peu l'ennemi numéro 1. Et le plus gros problème, c'est que nos attaqueurs vont beaucoup plus vite que les personnes en entreprise réagissent.
Souvent, des entreprises se font hacker et ça leur prend plusieurs jours pour s'en rendre compte. Quand que du temps, du point de vue là, vraiment d'un attaqueur, une fois qu'il y a les accès, une fois qu'il est rentré à l'intérieur du réseau, ça leur prend là, quelques heures, puis c'est terminé, là, c'est fait. Donc, notre outil aujourd'hui, ce qu'on va essayer de vous démontrer, ben, ça permet là, de sauver ce temps-là. Ça permet de montrer ou donner à des gens qui n'ont pas nécessairement l'expertise cette visibilité-là, de découvrir, OK, ben, est-ce qu'on a eu une attaque? Et si oui, quelles ont été toutes les étapes qui ont fait partie de l'attaque? Ben, l'outil est là pour ça. Point de vue, là, vous allez voir, la plateforme est séparée en 2 gros niveaux et Sam va le montrer un peu, là. Mais c'est vraiment un volet plus prévention, donc tout ce qui est le risk assessment. C'est d'être en mesure là, de préventivement tout voir qu'est-ce qui pourrait arriver et essayer de réduire ce risque-là. Et il y a la portion réaction, où est-ce que c'est vraiment plus, donc quelque chose est arrivé, donc qu'est-ce qu'on fait maintenant pour régler le problème là, dans le futur. Ça regroupe plusieurs capacités, plusieurs capabilités, comme je mentionnais tantôt, et ça se peut que quand on fait la présentation, vous allez dire ah ben ce que tu viens de me présenter, j'ai un outil qui le fait déjà depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que l'outil de Lacework permet, si on veut, de consolider un peu toutes ces capacités-là en un seul. Donc, on a des études de cas où certains clients qui, surtout là, dans le contexte multi-cloud, où est-ce qu'il y avait des outils pour la configuration dans Azure, la configuration dans AWS, qui avaient des outils pour scanner les vulnérabilités sur leurs différentes applications. Mais tout ça est unifié vraiment à l'intérieur de Lacework et ça donne une seule vitrine, si on veut, pour avoir toute l'information à un seul endroit. Et j'utilise ce diagramme-là qui montre un peu toutes les différentes capacités là, qu'on a discutées. Dans un monde idéal, on aimerait prendre plusieurs heures pour vous les montrer chacune en détail. Malheureusement, pour essayer de garder ça bref aujourd'hui, on va en présenter seulement quelques-unes, mais on va parler principalement du CSPM, là, qui est le Cloud Security Posture Management. On va parler du KIM, du Cloud Infrastructure Entitlement Management, donc vraiment plus une revue au niveau là, des identités qui sont utilisées dans le cloud. On va parler du Cloud Workload Protection, donc en temps réel, être capable de savoir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi mes vulnérabilités, puis est-ce que j'ai quelque chose de louche qui est en cours. Les autres modules, je vous laisse regarder rapidement. Le Code Security, j'en ai parlé un peu, mais on n'aura pas le temps d'aller en détail là, aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, Sam, si tu peux nous faire si tu peux nous présenter ou nous partager ton écran, puis commencer par le CSPM. Ouais, puis expliquer qu'est-ce que veulent dire toutes ces, Les acronymes, oui. ces Voilà, acronymes. oui, tout à fait. Bon, on va essayer, on va essayer. Merci. Donc, ce qui est important déjà de comprendre, c'est qu'en fait, tous les modules que l'on vient de présenter sont vraiment disponibles à travers un seul panneau de configuration. Donc, vous n'aurez pas à aller à ouvrir plusieurs fenêtres. Tout va être disponible d'un seul au même endroit. Et en parlant Peux-tu juste rajuster peut-être ton écran pour qu'on puisse voir? alors, ouais, Oui, c'est pas. OK, merci. Vas-y. Merci. Good. C'est bon là? Oui. Ouais. Ok. Pardon. Excellent. Ok. Donc voilà. Donc l'outil est un outil qui vous permet d'accéder en fait à tous ces modules depuis une seule interface. Et quand on pense un peu au Cloud Security Posturing, le CSPM, ce qui est important, c'est ce qu'il essaye d'adresser. Et ce qu'il essaye d'adresser, c'est simplement regarder à tous les problèmes de configuration d'un point de vue sécurité et autres que vous avez dans le cloud. Euh, le cloud est provisionné d'une façon qui peut être automatisée ou qui peut être simplement provisionnée en utilisant les cloud consoles. Mais c'est vrai que dans le cloud, on tente à déployer des choses un petit peu de base, sans vraiment configuration spécialisée. Donc très simplement, avec le Lacework for DCNAP, on pourrait regarder aux rapports de conformité, de compliance, qui sont disponibles en fait pour tous je dirais, les leaders cloud service providers, donc les Azure, les AWS, les GCP Cloud Service Provider. Et très rapidement, vous pouvez voir qu'en fait, les données qui ont été ingérées en fait depuis votre environnement cloud ont été simplement en fait comparées à tous ces rapports de compliance. Alors, on pourra en sélectionner un spécifique
Par exemple, dans le domaine de la santé, on pourrait regarder au HIPAA, par exemple, et simplement se concentrer à ce rapport de compliance qui serait relatif à AWS et HIPAA dans ce cas. Mais nous avons la même chose dans Azure et la même chose dans le Google Cloud. Et en se concentrant sur un seul rapport, vous pouvez vraiment accéder maintenant au rapport de conformité. Alors, ce qui est important, ça prend quelques secondes à s'afficher. Vous allez voir en fait que maintenant on va en fait afficher en fait toutes les problèmes de configuration que l'on a détectés dans votre environnement de cloud, et elles sont catégorisées par criticality. Donc ça va des choses qui sont informationnelles à des choses qui sont plutôt critiques et sur lesquelles il faut s'adresser. Mais avant d'aller dans le détail, ce qui est important, c'est de générer un rapport. Et c'est vrai que la partie rapport pour auditing, compliance, régulation est très importante. Vous pouvez déjà simplement regarder un preview du report. Donc, vous pouvez regarder, et encore une fois, je suis le Jean-Claude Van Damme euh, du Synapse, donc il y aura un petit peu de mot anglais. Mais ce qui est très important, c'est que vous pouvez accéder en fait au rapport de compliance et simplement le downloader. Donc, vous pouvez le downloader. Aussi, c'est à noter que vous pouvez générer ce rapport de compliance et le générer et l'envoyer par email tous les jours ou toutes les semaines comme vous en avez besoin. Vous pouvez même le regarder, le consulter en ligne. Donc, c'est très, très important. Et comme vous le voyez, il y a des catégories qui sont bien sûr comme Access Control. Et dans chacune de ces catégories, il y a des règles très spécifiques que le Lacework FortiSynapse offre par défaut. Et on compare vos états de configuration de vos entités dans le cloud à ces niveaux de contrôle. Donc, par exemple, il y en a un, là, que vous le voyez bien, c'est un bloc de storage dans le cloud où, en fait, le public access est activé. Quelque chose que vous voulez peut-être pas ouvrir à la terre entière. Donc, c'est pour ça que ça va être flagué comme high severity. Mais bien sûr, vous n'avez pas peut-être le temps de regarder à toutes les critical alerts, donc on peut simplement sélectionner sur lesquels on veut se concentrer dans un premier temps, et on va regarder vraiment aux plus importantes. Donc là, vous pouvez maintenant regarder à la policy qui est vraiment critique dans ce cas de figure ici. Et si vous ne savez pas en fait à quoi elle correspond, on vous donne même accès à un contexte. Donc vous pouvez cliquer sur le contexte et vous aurez accès au contexte directement, donc à toutes les explications, à quoi elle correspond, mais vraiment très important, quelles sont les étapes de remédiation. Donc ça, c'est très, très important. Donc les rapports de conformité vont vous donner vraiment très rapidement accès à tous ces rapports et un petit peu à voir comment votre cloud est configuré et qu'est-ce qu'il vous faudrait que vous passiez du temps dessus pour vous mettre compliant en dépendant de la conformité à laquelle vous voulez adhérer, comme SOC, comme HIPAA, comme PCI, comme NIST ou CIS. Si je prends un point de recul, on parle de CSPM pour la configuration, s'assurer que nos ressources sont bien configurées. Oui, parfait, ça nous facilite là, de passer des audits, mais pourquoi là, quelqu'un devrait là, être préoccupé là, par les misconfigurations ou les problèmes de configuration là, au niveau du cloud? Il y a aussi un aspect, non, non, c'est très bon, Louis. En fait, il y a aussi un aspect de sécurité, bien entendu. Un exemple concret, c'est qu'on parle de la partie auditing, mais ce que vous voulez, c'est que vous voulez être proactive. Vous voulez manager le risque. Donc, dans le cas, par exemple, d'une ressource qui va être trop exposée, dans le sens où vous allez peut-être pouvoir avoir un bloc de storage ou peut-être une ressource applicative ou une database, vous voulez être sûr que peut-être que cet accès database n'est qu'accessible par des ressources très spécifiques et identifiées. Vous ne voulez pas ouvrir, bien entendu, l'accès à vos databases ou à certaines fonctions à travers le globe. Donc l'aspect risque est très important parce que bien sûr, c'est des rapports de conformité, mais l'essentiel ici, c'est aussi de faire en sorte que votre cloud, en fait, les environnements de cloud deviennent de plus en plus sécurisés. Toujours en appliquant un petit peu cette notion de least privilege access. Vous voulez réduire l'accès au minimum possible ou uniquement aux entités qui en ont besoin, de façon à contrôler en fait les flux entrants et sortants, bien entendu. J'ajouterais aussi, pendant longtemps, je pense que les statistiques ont changé cette année, mais les problèmes de configuration là, au niveau du cloud, donc justement d'avoir du stockage qui est accès publiquement quand il ne devrait pas, par erreur, c'était la cause numéro un là, des brèches de données là, pour les organisations. Je pense que ça vient d'être remplacé par les identités, donc les problèmes de l'identité, ce qu'on va discuter aussi là, dans quelques minutes. Mais sinon, merci Sam. Ça, on vient aussi
quelques questions rapides pour le CSPM. Donc oui, on a des frameworks de conformité là, qui sont fournis par Lacework, par Fortinet. Est-ce que c'est possible aussi de créer nos propres frameworks, si on veut, de sécurité, ou si on a des politiques plus avancées, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis as-tu des exemples ou des cas là, où est-ce que ça pourrait être pratique? Ouais, non, non, très bien, c'est super, Louis, j'adore ça. Tout à fait. Donc, bien sûr qu'il y a des rapports de conformité qui sont produits et qui sont updatés en fait régulièrement. Par contre, vous avez, dépendant des environnements clients, peut-être des rapports ou des règles de conformité qui sont très spécifiques à l'environnement. Et pour ce faire, nous avons en fait un accès à ce qu'on appelle la gouvernance. Et c'est vraiment ici en fait que vous allez pouvoir définir vos policies. Donc, toutes les politiques simplement qui vont être peut-être spécifiques à vos environnements. Et une fois que ces politiques ont été créées, vous pouvez très bien en fait les ajouter. Vous pouvez donc complémenter un rapport existant avec ces règles de politique, ou vous pouvez simplement créer votre propre rapport de compliance. Donc, pour vous donner un exemple d'idée avec Louis, quelque chose qui est assez en fait important de nos jours, c'est que dans les clouds, parfois, on ne sait pas où sont vraiment déployées toutes les ressources. Et avec lui, on a créé une règle en fait pour Azure. Donc ça, ce n'est pas une politique qui est fournie par défaut. Mais dans ce cas-là, on a une règle en fait, on a une nouvelle policy dans Azure qui va vous permettre en fait de simplement identifier toutes les ressources qui n'ont pas été déployées au Canada. Donc ça, c'est très important parce que vous ne voulez peut-être pas avoir un Azure Blob qui a été déployé dans une région qui n'est peut-être pas le Canada pour des raisons de résidence de données. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez en fait très simplement construire ces règles et intégrer ces règles à vos rapports de compliance. Et ces rapports de compliance, de conformité, peuvent être donc générés par rapport à un rapport, où vous pouvez simplement, et bien sûr, générer une alerte. Donc là, vous le voyez sur la droite, on va pouvoir, et donc ça, c'est le raw data, bien sûr, mais ça peut être généré dans un rapport de PDF avec les rapports de compliance dans le cloud. Vous allez avoir la liste de toutes les instances, en fait, qui ne sont pas déployées au Canada dans ce cas-là. Et au niveau du rapport de compliance, vous pouvez simplement, donc on en a créé un spécifique ici. Donc ça, c'est le nom je suis un peu narcissique, hein, mais ce que j'ai fait, en fait, c'est qu'on a simplement ajouté, en fait, une nouvelle catégorie, vous le voyez, dans ce rapport de compliance pour la partie Canada Residency, où, en fait, on a défini cette nouvelle politique. Et simplement, en sauvegardant la policy, quand vous allez aller dans la partie conformité, et donc sélectionner un rapport de compliance que vous avez bien défini. Donc là, vous le voyez, c'est le même avec mon nom. C'est pour des raisons de clarité, en fait. On peut vous montrer le rapport de compliance. Non, il est accessible. Et bien sûr, comme il est accessible depuis la console, vous pouvez générer ou envoyer par email un PDF, comme vous le voyez ici, directement. Parfait. Donc, juste pour rassurer les gens en plus, si vous n'avez pas de requis d'aller avec quelque chose de custom, on a tous les frameworks majeurs de conformité qui sont déjà là, dans la plateforme. Vous pouvez y aller avec l'expérience de vanille. Mais si jamais vous avez des besoins précis, c'est possible d'aller plus loin. Là, puis c'est possible de Tout à fait, oui. customiser ou de personnaliser la plateforme là, pour ces besoins de conformité. Et pour des raisons de clarité, on va toujours vous donner accès au niveau gouvernance à, bien sûr, les frameworks ou les rapports de conformité qui sont managés par Lacework, FortiSynapse, Fortinet, et bien sûr, vos propres rapports. Donc, vous voyez, il y en a quelques-uns ici qui sont très spécifiques. Donc, vous pouvez très simplement voir lesquels sont les rapports standards de conformité et lesquels sont vraiment très spécifiques à vos environnements. Excellent, merci. Donc, je le mentionnais, compliance, conformité, c'était pendant longtemps là, le vecteur numéro 1 là, de brèche de sécurité, la cause numéro 1 à cause qu'on avait des ressources qui étaient mal configurées. Si je me souviens bien, en tout cas, faut que je regarde mes statistiques, c'est vraiment les problèmes d'identité maintenant qui lead le nombre de problèmes tant au niveau des brèches de sécurité. Donc, on a le module KIM. Ça se prononce KIM, mais c'est CIEM pour Cloud Infrastructure Entitlement Management. C'est tout un acronyme encore. Mais je te laisse Sam présenter un peu. C'est quoi KIM? Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi c'est important? Non, c'est très important en fait. Deux petites en fait statistiques hein, quand on parle des identités. Premièrement, c'est que plus de 80%, je crois que les derniers chiffres étaient de 82% des breaches en fait hein, dans le cloud sont causés en fait par des identités volées. Mais ce qui est vraiment très inquiétant, c'est que 50% de ces identités dans le cloud, par défaut,
ont des accès qui sont des accès très high privilege ou admin type ou root type. Et la plupart de ces acomptes n'ont même pas de facteur d'identification comme le SSO avec du MFA, du multi-factor authentification, qui est activé. Donc, c'est là où le KIM prend tout son sens, dans le sens où en fait, on va vous donner accès à qui fait quoi, qui est qui fait quoi et quelles sont les actions que ces identités peuvent en fait exécuter dans le cloud. Alors, vous pouvez bien sûr customiser toutes ces visibilités, mais l'une qui est très importante, c'est par exemple de voir les identités dans le cloud, dans ce cas-là, qui n'ont pas de multifacteur authentication qui a été activé. Donc, vous pourrez simplement cliquer en Explore. Et là, on va vous donner accès à toutes les identités dans le cloud. Donc, il y a des utilisateurs, des users, mais il y a aussi des machines ou des fonctions. Et vous le voyez que il y a beaucoup de root accounts qui ne sont même pas en fait avec aucun MFA qui est activé. Alors on utilise en fait une signalisation un petit peu de color et de visual. Vous pouvez simplement en fait amener votre curseur sur l'un des identités. Là, donc on a un root ou par exemple un user très spécifique et vous le voyez que simplement là il y a le petit lock qui est ouvert, qui veut dire qu'en fait, il n'y a pas de MFA qui est activé. Donc ça, c'est très important parce que très rapidement, vous pouvez lister en fait tous ces identités, tous ces utilisateurs et qui n'ont pas de MFA. Mais ce qui est vraiment encore plus inquiétant, c'est qu'on a cette on-use entitlement que vous le voyez ici. Et quand vous voyez un on-use entitlement à 100%, ça veut dire que ces identités, en fait, ont tellement de permissions et ces permissions ne sont jamais utilisées. C'est exactement le cas de quelqu'un qui irait dans vos data centers ou dans votre maison. Vous allez avoir des visiteurs, vous allez avoir des guests. Vous ne voulez peut-être pas donner accès aux guests à toutes les pièces de la maison. Vous allez pouvoir aller dans la partie dining room, aux toilettes, au premier étage ou peut-être au rez-de-chaussée. Et pourquoi ils auraient besoin des clés de la maison si en fait ils vont juste utiliser en fait les toilettes au rez-de-chaussée et puis le dining room. C'est un peu la même chose. Dans le cloud, en fait, avec ce qu'on voit à Fortinet, c'est qu'on va avoir tendance à over-provision et donner trop de permissions aux utilisateurs. Et dans ce cas-là, vous voyez que 100% de ces permissions, en fait, ne sont même pas utilisées. Et c'est là où le risque. Parce qu'encore une fois, 50% de ces accounts vont être, en fait, de ces identités vont être root-based et 82% des attaques dans le cloud qui créent des breaches vont être ces identités qui vont être volées. Donc, quand on met la main sur des identités, en fait, avec ce niveau de permission qui sont volées et qui n'ont même pas de MFA ou de multifacteur authentication qui a été activé, c'est là où il peut y avoir des damages, Louis, dans le cloud. Oui, c'est ça, quand je pense la meilleure façon de rentrer à l'intérieur de réseau, le cloud, si on veut, puis d'aller chercher l'information, de faire l'exfiltration de données. Et puis, là, tu mentionnes, OK, il y a des cas où est-ce que c'est 100% inutilisé, mais si j'ai des cas que, bon, j'ai donné trop de permissions par défaut, puis je me rends compte avec le temps là, que mon application utilise seulement, on va dire, 50%, qu'est-ce que ça pourrait m'aider, cette information-là? Non, déjà, ça permet vraiment c'est tout dans le principe de ce qu'on a appliqué depuis, en fait, des décades voilà, c'est vraiment de savoir, si on utilise à 50%, c'est que ça va permettre de retirer des niveaux de permission qui ne sont pas utilisés, mais c'est simplement d'adhérer au principe de least privilege access. C'est toujours en fait donner en fait à l'identité ou à l'utilisateur le minimum d'accès à une application ou à une entité. On le voit avec le Zero Trust model approche au niveau des endpoints. L'intention, c'est vraiment de contrôler en fait l'accès. Pourquoi? Parce que quand il y a une breach ou quand un hacker ou un attaqueur va vraiment vouloir, on veut pouvoir l'isoler ou en fait on veut pouvoir le segmenter au plus petit de ce qu'il peut faire. C'est un petit peu le sous-marin. Si le sous-marin prend de l'eau, vous voulez être sûr qu'il va prendre de l'eau peut-être, mais qu'il va être compartimenté et qu'en fait, il va peut-être prendre de l'eau dans un seul compartiment sans compromettre l'entier, le sous-marin entier, comme un bateau. Donc, c'est un petit peu la même philosophie. Vous voulez être sûr que si, bien sûr, il y a une attaque, si ça a été volé, si ça n'a pas été utilisé, vous voulez être sûr qu'en fait, l'attaqueur soit très limité en fait sur ce qu'il peut performer et là où il peut aller au niveau de vos clouds. Donc, c'est très, très important de regarder à cette on-use entitlement. Et bien sûr, le FortiSynapse va vous aider.
OK. J'ai Euh, une question à on va poser, consulter. Louis et Sam. Oui. Actuellement, je rencontre des directeurs informatiques qui me disent, là, mes gens ils manquent, ils manquent de ressources, ils manquent d'expertise. Comme l'a dit, j'ai plein de consoles de gestion. À certains endroits, on parle de 21 consoles de gestion que normalement les organisations ont en place. Si je mets une autre solution comme Lacework, qu'est-ce qui, tu sais, mes gens ont de la misère à suivre le SIM pour voir ce qui se passe dessus au niveau des logs, des interventions, des journaux. Une Alors, solution comme Lacework répond à quel besoin là-dedans? non, bah c'est très important en fait, Serge. Tu as complètement raison. Déjà, l'un des gros bénéfices en fait du SYNAP, c'est une première chose, c'est que il n'y a aucune configuration requise. Ça veut dire en fait que déjà le niveau d'expertise qui est attendu, c'est pas comme quand on configure un next-gen firewall ou quand on configure un produit typique du cloud, où là, bah, pour le configurer proprement, on va devoir avoir des formations, des trainings, ça prend du temps. Donc déjà le SYNAP, il n'y a pas de configuration requise. Donc, tout ce qu'on vous démontre aujourd'hui, c'est en fait fourni par défaut par le SYNAP. Donc, ça va adresser le skill gap qui est important. La deuxième chose, c'est que tu l'as mentionné, Serge, la partie SIM ou alerte fatigue. Oui, L'un des gros problèmes dans le cloud, en fait, et on le voit au quotidien quand on parle avec nos clients, oui. c'est le niveau d'alerte, en fait, et la quantité d'alerte qui va être générée par toutes en fait les outils de sécurité que l'on a. Et on parle de sécurité de fatigue, on parle de bruit, Oui. d'alerte en fait dans le cloud. Une chose très importante qui est d'un point de vue SYNAP, c'est que le SYNAP va vous permettre en fait déjà de réduire ce niveau d'alerte. Et on a fait des statistiques sur les dernières années en fait, où on peut réduire pour 100 alertes, on va générer une seule alerte. Alors Wow. comment on le fait? Oui, Et oui. c'est ça la question. Ouais. En fait, c'est un excellent segue si on passe sur la partie plus Cloud Workload Protection Platform là, ou le CWPP. En quoi ça consiste et comment ça peut nous aider aussi. Là. Fait que même question que Tout pour à les fait. clients. Non, non, c'est que des bonnes questions, messieurs. Là, on voit que vous êtes les experts, en fait. Yeah. J'adore beaucoup. Euh, Ce qui est important d'un point de vue cloud, c'est pas le rapport de compliance, c'est un rapport qui est fait une fois dans le temps et qui est fait régulièrement. Mais ce qui est très important, c'est que bah, ces ressources ou ces workloads, elles tournent des applications. Et ces applications, on veut pouvoir les monitorer, on peut pouvoir en fait aussi mesurer s'il y a des changements de comportement dans ces applications. Et en fait, la partie cloud workload protection, c'est vraiment all about monitorer et regarder à vos applications et at runtime. Quand elles sont exécutées, quand elles tournent, on veut vraiment s'assurer que ce qui a été déployé en day zero, il n'y a pas de déviation. Par exemple, un exemple concret, ce serait de peut-être regarder s'il n'y a pas des users ou des attaqueurs qui feraient des brute force attacks, ou peut-être de voir s'il n'y a peut-être pas de data exfiltration with un crypto mining ou crypto miner qui a été installé. Donc, on va vraiment regarder continuously à vos applications dans le cloud en temps réel quand elles s'exécutent. Et bien sûr, s'il y a une déviation du comportement de l'application, on va bien sûr vous alerter et envoyer des alertes. Alors, ce qui peut être intimidant dans le cloud, c'est où on démarre. Et on a un outil comme le Explorer, en fait, qui va vous permettre d'une première fois, dans un premier temps, de construire en fait un réseau, un schéma réseau en fait de vos environnements. Dans le cloud, en fait, il est très difficile avec le temps d'avoir une bonne idée de ce qui a été déployé et de comment un petit peu elles ont été déployées. Et là, vous le voyez, le Lacework Fortinet peut construire automatiquement, basé sur ce qu'on a appris, vous donner une carte en fait réseau en fait de comment en fait l'instance qui ici est appelée SAM Victim a été déployée et où elle est connectée. Alors, ce qui est très important ici, on va par exemple regarder que cette SAM Victim instance a un security group qui pourrait être un network security group dans Azure. Et bien sûr, elle est associée à un load balancer. Mais aussi, on le voit avec ce schéma que l'application, en fait, la SAM Victim est accessible directement en fait en bypassant le load balancer. Donc, s'il y aurait des politiques de sécurité au niveau du load balancer, Exactement, Louis. il Tout à serait fait. bypassé. Et là, on le voit automatiquement. Mais ce qui est vraiment important, c'est comment on réduit ce niveau d'alerte. On va regarder en fait au niveau de cette victime, quelles sont les vulnérabilités
quels sont les non-compliance, donc les problèmes de configuration que l'on voit, et en fonction des vulnérabilités, de la criticalité des vulnérabilités et de la non-compliance, et en fonction de si l'instance est exposée sur Internet, comme on le voit ici, on va pouvoir générer des alertes qui sont uniquement critical. Et là, vous le voyez, il y a beaucoup de vulnérabilités, on le voit, il y a à peu près presque 2000 vulnérabilités, mais ça ne va pas forcément générer 2000 alertes. Hein. On va vraiment regarder en fait aux vulnérabilités qui sont actives, les packages qui sont actives dans l'application. Regardez si l'application est bien sûr accessible de l'Internet. Et là, on le voit, le load balancer est complètement bypassé. Et quels sont les rapports de non-compliance? Donc peut-être qu'il y a un security group qui est trop ouvert, ou peut-être que l'instance EC2, ben, dès lors qu'elle est derrière un load balancer, pourquoi cette EC2 instance aurait une adresse IP publique? Et en combinant toutes ces informations, le LaceWork va vous générer en fait une seule critical alert, l'alerte sur laquelle vous devriez vraiment vous concentrer. OK. Question, là, Sam, on l'a vu lorsqu'on a fait la présentation sur les pare-feux de nouvelle génération, même chose avec le AppSec, qui est notre WAF de Fortinet. Dans le cas de LaceWork, s'il arrive un incident puis qu'on veut automatiser les processus, qu'est-ce qu'il y a dans l'écosystème pour être capable de répondre à ça? Alors, donc en fait, en remédier dans la partie remediation. OK. Ouais. Oui. Donc voilà. Donc ce qui est très important, c'est que, et pour être clair, l'outil, la plateforme Synapse est vraiment un produit de monitoring, hein, de détection. Et c'est très très important parce que à travers la Security Fabric de Fortinet, déjà dans un premier temps, on a tous les sensors que Fortinet offre. Les FortiGate, les FortiAnalyzer, les FortiWeb, les FortiAppSec. Donc, ce qui est très important, c'est que tous ces sensors, en fait, ces sensors peuvent enrichir le FortiSynapse. Le FortiSynapse, then, peut détecter et peut très bien s'intégrer directement à un FortiGate ou même à travers FortiSOAR et FortiGate pour mitiguer. Disons qu'il y ait une nouvelle détection de application DDoS ou une exfiltration de données vers une instance très spécifique. On pourrait la détecter dans le Synapse et simplement en fait en intégrant avec le FortiGate dans ce cas-là ou le FortiWeb créer une alerte, une politique qui en fait bloquerait peut-être le user source ou l'attaquer source qui essaye d'exfiltrer des données d'une instance dans le cloud. Donc très très bonne question, Serge. Ça s'automatise? Ça s'automatise, ça peut complètement être automatisé end-to-end, et ça s'automatise à travers en fait la LaceWork FortiSynapse API. On a en fait une API qui est très ouverte, qui est très bien documentée, qui follow les Open API specs, et en fait n'importe quel third party, donc n'importe quel sensor de Fortinet, peut s'intégrer à LaceWork et interagir avec la plateforme. À noter spécialement, le FortiSOAR, en fait, a une intégration qui est presque automatisée et offerte par défaut à travers nos solution packs dans le FortiSOAR. Donc, il y a un solution pack, un pack de solutions, donc un playbook, en fait, qui est déjà défini pour s'intégrer avec le FortiSynapse. Et donc, le FortiSynapse peut détecter, en fait, une anomalie, s'intègre avec le FortiSOAR. Le FortiSOAR peut en fait récupérer l'alerte et envoyer l'alerte vers votre outil de collaboration préféré, Slack, Teams, etc. Et depuis cet outil de collaboration, vous pouvez même prendre des actions. Vous pouvez par exemple terminer l'instance ou la désactiver ou la shutdown, ou vous pouvez même en fait changer un groupe de sécurité. Et là, depuis le confort de votre outil de collaboration à travers le FortiSOAR et le FortiSynapse. Et juste pour rassurer un peu, là on parle de la suite des produits Fortinet, mais ça s'intègre super bien aussi avec d'autres outils third party. Si vous avez un SIEM, si vous avez un store qui existe d'une autre entreprise, il y a des intégrations possibles aussi. Là. Dans un monde idéal, on aimerait que vous soyez avec tous les produits Fortinet, mais on comprend que c'est pas toujours le cas. Là. Tout à fait, on welcome everyone, yes. Je regarde le temps rapidement. Sam, je te donnerais peut-être encore là, 2 minutes. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais montrer dans la plateforme qu'on a un peu le temps de discuter? Oui, en fait, juste pour vous montrer un petit peu la partie code sécurité peut-être, qui est très très importante. Alors déjà, je peux quand même passer juste un petit peu de temps sur la partie vulnérabilité. Ça, c'est un cas concret que l'on voit tous les jours.
disons, imaginons qu'il y ait une nouvelle CV qui a été publiée ce matin même ou la veille. Et la première question de vos clients peut-être ou de votre management, ça va être est-ce qu'on c'est quoi l'impact? Donc, vous pouvez très bien utiliser le module de vulnérabilité, aller dans la partie CV et là, en fait, faire une recherche de la CV automatiquement. Donc là, je vais en prendre Je une qui vois, est je très vois pas connue. ton écran. Ah, pardon. Ici, là. Ok, ok, c'est bon, c'est bon. Voilà. Vas-y. Donc, On je vais dans la partie vulnérabilité, en fait. Et là, on va pouvoir aller dans le module de vulnérabilité et en fait simplement faire une recherche d'une CV connue qui est la Log4j. Ce qui est important, c'est que simplement en renseignant en fait la CVE, on va vous donner le nombre de hosts ou de containers qui est impacté en fait par cette CVE. Donc, on pourrait très bien cliquer sur la partie CVE pour avoir maintenant les détails de la partie de la CVE, à quoi elle correspond, qu'est-ce que c'est. Donc, vous avez tous les détails, la criticalité, etc. Et on peut regarder aux hosts, bien sûr, aux VM qui sont impactés. Et simplement cliquer sur, par exemple, l'une des VM, on va ouvrir en fait la vulnérabilité qui était pour Log4j, mais ce qui est très important, c'est qu'on va vous fournir le fixe. Donc, vous voyez, c'est très intuitif en fait. Vous pouvez très rapidement, en fonction d'une CV donnée, voir l'impact dans votre infrastructure, alors cloud ou multi-cloud. Et c'est ça vraiment la beauté, c'est à travers tous les clouds, pas qu'un seul cloud. Et très rapidement, on va vous donner accès, quelle est la version qui permet de fixer cette CV au niveau de cette VM. Et je J'ai prends juste. encore 30 secondes, oui? 30 Euh, secondes? oui, vas-y, je te donne Voilà, la pourquoi permission. pas. Je te donne. Non, la dernière chose, c'est peut-être la partie code sécurité. C'est juste pour vous montrer en fait qu'il ne faut pas être l'expert dans la pièce. Tout est bien défini et en fait, tout peut être configuré depuis l'interface graphique. Oui. En fait, on a un bot qui peut intégrer en Je fait. vois encore la vue de vulnérabilité. Est-ce que tu es dans Ah ouais, une attends, fenêtre différente? peut-être qu'ici, voilà, ça va peut-être être Ah, mieux. ok, c'est bon, merci. Parfait, merci beaucoup. Donc, ce qui est important pour code sécurité, ça peut être un peu intimidant at first, mais il faut comprendre qu'en fait, que tout peut être configuré depuis la console Lacework. Donc, il n'y a pas besoin d'être un expert en développement. Par contre, ce que la console Nextport va faire, c'est qu'elle va s'intégrer avec des source code managers comme GitHub, GitLab, Bitbucket, etc. Et on va vous donner des rapports dans l'interface graphique très rapidement. Donc, vous pouvez par exemple regarder à tous les rapports, tous les repositories qui ont été un petit peu les environnements de travail qui ont été un petit peu scannés, et on va pouvoir vous générer un rapport de compliance en fonction de ce code. Mais ce qui est vraiment, vraiment très intéressant, c'est qu'on va même pouvoir regarder en fait dans le code. Donc, par exemple, je prends un exemple un peu plus relevant. Donc, bien sûr qu'on va faire une recherche de repository, et pourquoi pas, encore samedi, voilà. Et on va pouvoir regarder un rapport de compliance très rapide. Et par exemple, on va pouvoir regarder en fait à pourquoi ce n'est pas compliant, mais regardez, on vous donne accès en fait au fichier que l'on a scanné et on va vous même donner la ligne que vous devez corriger. Bon, dans ce cas-là, c'est parce qu'en fait, le bloc de storage est trop exposé à un public access dans l'Internet. Donc, vous le voyez, sans avoir vraiment à comprendre comment le code est ce qui a été scanné, on va pouvoir en fait vous donner accès au fichier main.tf directement, donc dans Terraform, et vous dire en fait dans le fichier Terraform, dans le code IAC, quelle est la ligne qui en fait reflète ce problème de configuration. Donc, Et Merci c'est bon, tout pour beaucoup, aujourd'hui. Sam et Louis. oui. Merci beaucoup. On va vous présenter quelque chose tantôt qui va peut-être être capable de pouvoir répondre à vos attentes si vous voulez en savoir un petit peu plus. Merci. Parfait. Juste revenir au slide pour respecter le temps qu'on avait Oui. promis au départ. Louis? Oui. Et Oui, voilà. OK, Et c'est voilà. bon, parfait. Comme vous le voyez rapidement, ce qu'on voulait essayer de vous démontrer, c'est le volet de visibilité, détection des mauvaises configurations. Je pense qu'on a eu une excellente démonstration justement là-dessus. Protection des charges, rémédiation automatisée et tout ce qui touche le volet effectivement de sécurité conformité à travers le CSPM. Fait que devient extrêmement intéressant pour les organisations comme la vôtre. Suivante. Pour vous procurer ces solutions, les solutions de Lacework FortiCNAP, quatre façons de pouvoir faire l'acquisition. La bonne vieille façon de bring your own license, qui veut dire que vous achetez l'application et vous la déployez dans votre environnement.
Sauf que, compte tenu effectivement que vous allez consommer ces services-là, puis surtout gérer des services qui sont déjà sur des plateformes des fournisseurs infonuagiques publics actuels, la solution est disponible en mode PayGo, ce qui veut dire que vous pouvez payer un montant par mois directement avec votre carte de crédit ou avec votre compte pour consommer le produit. Sauf que Fortinet vous recommande de passer à travers des offres privées. Les offres privées vous permettent de pouvoir consommer directement à ce moment-là, à travers votre fournisseur infonuagique, les solutions effectivement de FortiSynapse et toutes les solutions, et une multitude également d'autres solutions. Ça vous permet d'aller chercher à ce moment-là un escompte extrêmement intéressant, beaucoup plus intéressant que sur le PayGo, ça c'est clair, puis le Bring Your License également, et de pouvoir avoir une offre sur mesure, montée pour vous, disponible directement à consommer, directement sur le fournisseur infonuagique de votre choix. Devient bien, bien intéressant. Autre point également que nos clients adorent, c'est à travers les FortiFlex. FortiFlex, c'est un système de points que les clients achètent et vont consommer au fur et à mesure qu'ils évoluent, qu'ils se développent à ce moment-là. Ça peut servir pour des déploiements de n'importe quel produit, un CNAP, Forti, du SASI et autre chose. Fait que vous pouvez acheter à travers les offres privées des FortiFlex, vous pouvez acheter à travers des offres privées justement vos offres. Et très important également, c'est possible pour vous aussi, dans certains cas, de pouvoir recevoir également des crédits de votre fournisseur infonuagique. Alors, ce que je vous recommande, c'est juste d'avoir une bonne discussion avec nous, avec votre directeur de compte, pour en parler un petit peu plus là-dessus. Prochaine étape. Juste pour rapper un petit peu là-dessus, pour conclure, ce qu'on vous propose tel quel, si vous voyez qu'il y a de l'intérêt de votre côté, vous avez vu un petit peu les possibilités puis les fonctionnalités, effectivement, des solutions, deux choses. On vous propose peut-être de faire une preuve de valeur. Preuve de valeur, ça veut dire quoi? Sam et Louis, l'installation, on en a parlé tout à l'heure, c'est assez simple. Une fois qu'on a toutes les informations pour être capable de pouvoir le déployer, c'est d'installer à ce moment-là la solution FortiSynapse dans votre propre environnement et de faire les tests que vous voulez, de pouvoir valider exactement ce que vous voulez et prendre une décision, vous aider à avoir un choix plus éclairé. L'autre façon aussi de travailler, Louis et moi, ce qu'on vous propose tel quel, c'est de réaliser un atelier pour voir puis avoir une bonne discussion sur votre posture de sécurité actuelle, puis de voir un petit peu où on en est. Et ça peut même amener aussi sur une activité ludique qu'on a offert dernièrement à tous nos spécialistes pré-vente, qui s'appelle Capture the Flag. C'est une façon sur laquelle de jouer dans le produit, de s'amuser, puis d'avoir bien, bien du plaisir, tout en apprenant effectivement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la plateforme, comment c'est monté, comment les interopérabilités entre les systèmes et tout ça. Fait que je vous invite, s'il y a de l'intérêt de votre côté, entrez en contact avec moi, ça va nous faire plaisir de pouvoir vous aider et de vous accompagner là-dedans. En terminant, un gros merci. Je vous dis simplement qu'on va rester aussi en ligne tous les trois pour répondre à vos questions pour les 10 prochaines minutes. Et on vous dit merci beaucoup. Ben oui, merci. On reste en ligne pour répondre à vos questions précises. À bientôt. Merci. À bientôt. Bye bye. Good job, les boys.